impossible, dit la fierté. C'est risqué, dit l'expérience. C'est sans issue, dit la raison. Essayons, murmure le cœur. William Arthur Ward. Merci Sarah pour cette petite lecture. On voit bien les différentes voix qui parlent dans un même corps. Le cœur qui dit quelque chose, la raison une autre, le corps qui va donner d'autres informations. Et c'est extrêmement lié à notre épisode du jour, vu que nous allons parler du voice dialogue. Exactement. Donc bonjour Sarah, bonjour Dalia qui est derrière. À moi aussi, bonjour Julia. Donc voilà, on a la chance d'être dans ce magnifique lieu à Épidore, dans le centre de Paris. Donc, comme je l'ai dit, pour parler aujourd'hui du voice dialogue. On a eu la chance déjà d'enregistrer 2 épisodes jusqu'à présent. Et ce 3e va être pour creuser un petit peu plus le type de thérapie qu'est le voice dialogue, parce qu'on a pu l'aborder sans aller complètement dedans. Et donc, pour commencer, toute première question, comment est-ce que tu définirais le voice dialogue? Qu'est-ce que c'est? Waouh. Facile. Facile, pas du tout. En fait, pour répondre déjà, le fondateur du voice dialogue, Hal Stone, à chaque fois qu'on lui posait cette question, il disait le voice dialogue, c'est comme la crème à la vanille. Il faut le goûter pour savoir ce que c'est. Donc j'aurais beau décrire ce que c'est que le voice dialogue, si on le vit pas, on peut pas le comprendre parce que ça ne passe pas que par la tête. Mais je vais quand même essayer de faire l'exercice. Le voice dialogue, c'est ce qu'on appelle aussi la psychologie des selfs. C'est-à-dire, ça part du concept que la psyché, qui est une espèce de boîte noire qu'on va ouvrir, est composée de différents personnages. Et on peut prendre un peu un exemple de théâtre, d'une scène de théâtre, où il y a quelques personnages principaux, 4, 5, qui jouent devant de la scène. Et c'est pour ça qu'on a commencé par enregistrer des épisodes avant d'aller à la définition. Le mental de l'épisode précédent est une part très primaire chez nous. La perfectionniste peut être une part assez musclée aussi. Donc, il y en a 3 ou 4 comme ça qui viennent définir un peu ce qu'on appelle la personnalité de la personne. Et il y a tout un tas de parts qui n'ont pas été développées, qu'on appelle les parts reniées, qui sont laissées en dehors de la scène et qui ne demandent qu'à rentrer et qui rentrent dans des phases soit de grande fatigue, soit de doute, soit de deuil, de des phases compliquées dans la vie. Elles peuvent arriver d'une manière forte. Donc, pour définir un peu le voice dialogue, c'est une méthode de thérapie inspirée de la psychologie jungienne, parce que les 2 fondateurs étaient des psychiatres et psychologues jungiens, qui vient équilibrer la psyché déjà en explorant quelles sont nos parts primaires, quelles sont nos empreintes psychologiques en tant que personne, qu'est-ce qu'on a renié, qu'est-ce qu'on a abandonné, qu'est-ce qu'on a cru laisser de côté quand on s'est développé, et équilibrer tout cela pour pouvoir avancer d'une manière plus centrée dans la vie. Et donc, tu as un tout petit peu parlé très légèrement de cette genèse en citant le fondateur. Comment ça s'est créé? Comment ils ont découvert ce type de thérapie? Alors, c'est un couple, justement, que je disais, de psychiatres et psychologues jungiens, Hal et Sidra Stone. La thérapie a été créée dans les années 70 et ils se sont en fait, c'était juste un travail de couple entre eux deux, où ils se rendaient compte que quand ils étaient là, il n'y avait pas que Hal et Sidra. Il y avait beaucoup de personnages en fonction de la situation. Et la première fois, c'était Sidra qui disait à Hal, mais je me sens comme une petite fille là et j'arrive pas à en sortir. Et au fur et à mesure, ils ont commencé déjà à essayer de personnifier cette petite fille. Dès qu'ils ont personnifié cette petite fille, ils ont découvert que Hal était dans une posture paternaliste qui déclenchait cette petite fille. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à travailler sur eux pour voir quelles sont les différentes parts qui venaient s'intégrer dans leur couple. Et puis, ils ont commencé à en faire un vrai travail de couple. Puis, vu toutes leurs connaissances dans le domaine de la psychologie jungienne, ils ont commencé à aller plus loin, justement, dans l'élaboration scientifique de la méthode du dialogue intérieur en français ou du voice dialogue en anglais. Et pour rebondir sur le côté scientifique, essayer de comprendre, je vais te poser une question un peu personnelle. Dis-moi. Toi qui étais, je crois, ingénieur de formation, qui a
qui avait un côté, ou qui a d'ailleurs toujours un côté très cartésien. Pourquoi tu t'es intéressée à ce type de thérapie qui, il me semble, est un peu différente des thérapies plus classiques qu'on a l'habitude de voir? Tout à fait. Moi, c'était juste un coup de chance. En fait, j'ai été contactée par une copine qui est tombée sur cette thérapie et qui a pensé à moi, je ne sais pas pourquoi, pour me dire « Sarah, j'ai trouvé quelque chose qui va te correspondre à 1000%, contacte cette thérapeute. » C'est énorme. C'est énorme. Et en plus, c'était un vocal sur WhatsApp, je m'en rappelle très bien. Je contacte la thérapeute, on commence, c'était en visio parce qu'elle est très loin. Et c'était une vraie révélation pour moi parce qu'à la fin de la séance, j'avais dénoué des choses. Alors que j'étais déjà en thérapie avec un psychologue et ça se passait très bien et ça m'a beaucoup aidée. Mais là, j'ai trouvé que c'était un pas supplémentaire où je dénouais à chaque séance des choses. Et le fait de le personnifier, ça me parlait énormément. Et en plus, le fait que j'ai un TDAH, c'est les voix, en fait, parce qu'on l'appelle le voice dialogue, ça veut dire que ces personnages, ils parlent en voix dans la tête. Moi, je suis habituée à entendre des voix différentes se contredire dans ma tête. Et là, c'était la première fois où je pouvais poser ça sur des chaises différentes et dire que ça, c'est mon mental, ça, c'est mon enfant intérieur, ça, c'est ma perfectionniste, ça, c'est la mère nourricière en moi que je ne connaissais pas. Et donc, au fur et à mesure, je me suis retrouvée là-dedans en tant que patiente. Et puis, j'ai décidé d'en faire mon métier. Ben écoute, donc moi j'ai la chance d'être une patiente également, donc j'ai pu expérimenter un peu ce voice dialogue et tu as commencé à vraiment bien le décrire en parlant des chaises, en nommant des parts que tu as pu retrouver. Donc on va peut-être continuer sur cette belle lancée. Très bien. Donc pour décrire un peu une séance habituelle, à quoi ça ressemble une séance de voice dialogue avec toi et avec d'autres, j'imagine, ou pas? Oui, avec quasiment avec tous les dialoguistes. Une séance habituelle, la personne, elle arrive dans la salle, il y a un fauteuil central et il y a différentes chaises. Et puis il y a moi sur mon fauteuil, bien sûr. Et on commence, quand la personne elle arrive dans la place du centre, c'est ce qu'on appelle l'ego fonctionnel ou le moi fonctionnel, le moi qui fonctionne dans la vie de tous les jours, avec ce que je disais au début de l'épisode, ces 3-4 parts qui sont là, il faut que tu sois cartésienne, il faut que tu sois ceci, il faut que tu sois la bonne mère, il faut que tu sois le bon partenaire, etc. Donc elle arrive, on commence à discuter et je commence à voir quelles sont ces parts qui sont là, qui parle quand. Et donc, je lui dis, voilà, quand j'ai entendu parler, voilà moi ce que j'ai détecté en toi. Qu'est-ce qui est le plus présent chez toi? Qu'est-ce qui est le plus fort maintenant? Et donc, on commence toujours par des parts mentales, analystes, bref, tout ce qu'on a vu à l'épisode précédent. Et on va voir cette part. Donc, je lui demande de se déplacer à une autre chaise ou être debout, en tout cas de changer de place pour aller voir cette part ou cette copersonnalité ou cette énergie primaire. Et donc, ce personnage-là, on lui donne une place et on commence à lui parler comme si c'était une personne à part. Son histoire, son système de valeurs, ce qu'il pense dans la vie, comment doit être la vie de la personne, quels sont les objectifs de la personne selon cette copersonnalité. Bref, on va vraiment avec elle jusqu'au bout comme si c'était une personne à part, puis on revient au centre. Et donc là, c'est là où commence le travail de désidentification. C'est-à-dire que la personne, elle se rend compte que c'est pas elle, c'est juste une partie d'elle qui est comme ça et qu'elle a plein d'autres ressources en elle qu'elle peut utiliser. Et j'aime bien, moi, c'est ce que je disais à l'épisode précédent, parler d'autres intelligences. Oui. Donc, il y a cette intelligence cérébrale et c'est très bien, mais il n'y a pas que ça. Il y a une intelligence intuitive, il y a une intelligence même perfectionniste. Et donc, je lui dis, vas-y, laisse cette part de côté et vois ce qui se passe en toi. Et donc, il y a autre chose qui émerge et on va aller voir ce deuxième personnage qui émerge et donc on lui donne aussi sa place, etc. Et on revient au centre. Et là, au centre, on commence à créer ce qu'on appelle le processus de l'ego conscient. Donc, on passe d'un ego ou d'un moi fonctionnel, enfin, ego, ça veut dire juste moi en termes latins, à un ego conscient, c'est-à-dire qu'il est conscient des parts qui se jouent. Et c'est comme ça qu'une séance se passe en fait. Mais moi, j'ai envie de connaître toi, ton ressenti. Oui, donc j'ai la chance de participer aux séances. Et c'est vrai que moi, je partage cette expérience où ça m'a été
bizarrement extrêmement utile. C'est-à-dire que vraiment, j'ai partagé ce truc, en fait, où en sortant des séances, j'ai l'impression que ça avait mis un ordre dans ma tête que j'avais du mal à mettre habituellement. Et j'ai vraiment, je trouve que voilà, le travail qu'on a fait ensemble sur ces 6 mois, je l'ai témoigné dans l'épisode précédent et peut-être encore celui d'avant, ça m'a vraiment énormément aidé à faire taire peut-être certaines voix qui étaient extrêmement présentes et dures avec moi pour redonner de la place à d'autres voix dont j'avais soit pas forcément conscience ou que j'avais du mal à mettre en avant. Quand tu parlais du théâtre, l'idée c'était aussi de conscientiser toutes ces parts du théâtre pour qu'en fait elles puissent aussi avoir, oui, c'est ça, et puis avoir leur place, en fait, simplement. Mais donc, pour aller concrètement dans mon expérience, donc voilà, c'est vrai que ce qui m'a marqué, qui m'a surprise et qui m'a fait sortir de certains jugements que je pouvais avoir, c'était de voir que, par exemple, une séance, je suis arrivée et il y avait une petite fille qu'on a rencontrée. Ma posture était très différente, donc j'étais toute repliée avec une voix toute douce, alors que j'avais vraiment pas du tout l'impression de jouer un rôle. C'est ça qui s'est présenté et les pensées de cette petite fille en moi n'étaient pas celles que moi j'avais projetées sur ce que je pensais qu'une petite fille pouvait penser. Voilà, c'est ça. Il y a eu un vieil homme très critique, très dur et là, mais ma voix, mon corps a aussi bougé. J'ai eu une adolescente qui était hyper libérée. Enfin, il y a eu vraiment plein de personnages, plein de voix qui font tout à fait sens avec mon histoire, où je suis pas spécialement surprise de les avoir rencontrés parce que tout comme toi, j'ai une symphonie dans la tête, beaucoup de voix que j'entends, donc dont je suis très au courant, que j'écoute depuis longtemps. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, le fait de leur parler, qu'elles parlent en jeu, de leur laisser tout l'espace, ça permet de pas rentrer en conflit avec d'autres voix qui ont l'habitude de les faire taire. Et c'est là où moi, ça m'a vraiment aidée. Mais c'est un certain exercice de lâcher prise aussi, je trouve. Okay. Dans le sens où moi, au début, c'est vrai que, par exemple, quand ça s'est fait la toute première fois, quand je suis arrivée et qu'il y avait ma toute première part qui s'est montrée, c'était une maman très tendre. Voilà, tu parlais de part nourricière, il y a vraiment quelque chose de bienveillant qui était venu, qui a parlé, qui a pu avoir certaines critiques sur la façon dont je gère ma vie au quotidien. Et j'ai laissé sortir. Je me suis dit, je suis là pour faire l'exercice à fond. Je laisse sortir tout ce que j'avais à dire. Ou en tout cas, ce qu'elle part avait à dire. Et ensuj'ai je suis revenue au centre. Mais j'ai eu une terreur. J'ai je me suis dit, j'ai quelque chose qui s'est passé là. En fait, qui suis-je? Est-ce que c'est normal qu'une part comme ça parle? Est-ce que ça veut dire que les critiques qu'elle a émises sur une part de mon existence, qui pourtant est très importante pour moi, est-ce que ça veut dire que je dois prendre des décisions super drastiques? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Et du coup, c'est là où toi, tu m'as beaucoup rassurée. Le fait de revenir au centre et avoir une thérapeute qui est vraiment formée à ça, tu pourras dire un peu ton expérience, mais c'est vrai que ça t'a permis de me dire tout est normal. Ouais. Tout est normal. Tu as pu faire venir une autre part à la fin qui, elle, était plutôt valorisante de cet aspect que l'autre avait critiqué. Vu que je tourne autour du pot, je vais le dire, c'était mon couple. Ouais. Voilà, une part qui était là genre, non mais en fait, elle est trop dévouée à son copain, et une autre qui est là, en fait, elle vit la meilleure vie de sa vie. On adore son mec, on est trop contente. Et ça m'a permis de pouvoir ne pas prendre de décisions drastiques qui m'auraient pas été profitables, parce que j'adore mon mec, comme je l'ai dit. Et donc voilà, donc ça c'était intéressant. Qu'est-ce que tu peux dire à ça pour des personnes qui peuvent avoir peur d'entendre des voix qu'elles n'ont pas l'habitude de conscientiser ou de modifier leur posture? En fait, c'est pour ça que je parlais. Ce que tu décris là, c'est vraiment le truc principal, l'objectif final. En tout cas, l'objectif du voice dialogue, c'est très amusant de travailler avec les parts. Moi, j'adore. Je peux faire ça à longueur de journée. Mais l'objectif, c'est de créer ce processus d'égo-conscient où quand tu reviens au centre, tu ne prends pas de décision en fonction de celle-là, ni en fonction de l'autre, mais tu les intègres chacune d'une manière, de la manière correcte et juste pour toi, dans ton fonctionnement, et que tu ne sois polarisé ni d'un côté ni de l'autre. Et de toutes les manières, pourquoi il faut faire du dialogue intérieur encadré? Parce que moi en tout cas, mais c'est ce qu'on nous a appris en formation, je ne peux pas te laisser sortir polarisé. Oui.
Et il y avait une anecdote que ma formatrice nous racontait toujours, coucou Myriam, c'est qu'à la fin d'une de ces séances, où elle était venue juste faire une séance autour de l'achat d'une voiture, mais on peut bien comprendre que c'était pas juste l'achat d'une voiture, c'était entre sa part mère qui lui disait t'as des enfants, t'es en famille recomposée, vous avez énormément d'enfants, il faut que tu sois responsable et que tu achètes une voiture familiale, et une part femme sportive qui voulait la petite décapotable rouge. Sauf que cette séance-là, elle était un peu loupée parce qu'elle est sortie identifiée à sa deuxième part. Ah oui. Elle a acheté la voiture le soir même. Oui. Donc, il faut remettre un contexte d'équilibre et de confiance à la fin de la séance pour envoyer la personne en ayant embrassé toutes ses parts et non pas en étant polarisé d'un côté ou de l'autre. Sinon, on fait juste que on ne fait que sortir la personne d'une polarité qu'elle connaît à une polarité qu'elle ne connaît pas. Ça me fait, c'est parfait pour rebondir sur le fait qu'en dehors des séances, dans la vie de tous les jours, en fait, quand on n'a pas conscience de toutes ces parts, ben c'est ça qui peut se passer aussi, c'est que tout d'un coup, il y a une part qui prenne le dessus sur une autre, ou le mot que tu utilises parfois et tu pourras un peu développer, c'est les reniers qui se présentent et qui prennent des décisions parfois drastiques, parfois dramatiques, parfois géniales, mais en tout cas qui s'imposent sur la scène sans qu'on les ait invités. Oui, et puis les reniers, comme je le disais au début, elles arrivent vraiment, enfin elles peuvent arriver à n'importe quel moment, mais elles arrivent sûrement à des moments très durs dans la vie. Ah oui. De grande pression, de grand stress, de deuil, où on voit la personne switcher à 180 degrés, on la reconnaît plus, et on dit la personne elle a changé. La personne elle n'a pas changé. La personne, au lieu d'intégrer une ou deux parts reniées qu'elle a toujours eu en elle dans son fonctionnement normal d'une manière équilibrée, elle s'est repolarisée. Et moi, il y a des cas qui sont assez courants et répandus. J'en ai 2 ou 3 actuellement au cabinet, de femmes. Ouais, pour les 3, ce sont des femmes qui se retrouvent en ayant été. On va prendre un exemple, une femme, on va lui donner un prénom, Sophie, qui est une maman de 3 enfants. Hyper dévouée. Elle est mariée depuis 22 ans. Donc, dans un couple qui est ce qu'il est, mais il n'y a pas de relation toxique, il n'y a pas vraiment de violence ou quoi. Qui travaille dans une entreprise avec un poste assez bien, en fait, c'est quelqu'un qui est un peu la vie parfaite, en tout cas bien rangée, etc., qui adore ses enfants, qui aime son mari, etc. Sophie, comme beaucoup d'autres femmes, se retrouve dans une relation adultère. Elle. Elle vient me voir parce qu'elle ne comprend pas. En fait, elle ne sait pas pourquoi. Donc, elle vient déjà en culpabilisant, avec beaucoup de culpabilité, puis en reprochant son adultère à son mec, parce que si c'était pas ça, etc. Et on commence à voir un peu quelles sont les parts primaires que Sophie a mis en place pendant toute sa vie et quels sont ces reniers qui sont arrivés pour lui dire stop, moi il faut que je sorte, tu ne me donnes pas de la place dans ta vie, je vais sortir d'une manière ou d'une autre et donc j'explose différemment et ailleurs. Donc Sophie, elle est complètement dédiée. Mais dédiée à son couple, dédiée à ses enfants, dédiée au travail, elle prend la charge et la responsabilité de tout le monde. Et ça, pour elle, ou en tout cas pour ses parts primaires, c'est comme ça qu'une bonne mère, qu'une bonne épouse et qu'une bonne salariée doit être. Donc, donc c'est un peu la mère nourricière de tout le monde. Mais cette mère nourricière, elle n'est jamais vers elle. Et donc, elle se retrouve dans une autre relation où elle est nourrie. Sa part femme est nourrie, sa part sensuelle est nourrie, on prend soin d'elle, on fait attention à elle, pas parce que les autres sont égoïstes et qu'elle est tombée sur quelqu'un de bien, mais parce qu'elle s'est mise dans une dynamique où elle s'est oubliée, où elle n'a pas été égoïste d'une bonne manière ou d'une bonne dose, et qu'elle a nourri l'égoïsme des autres, et donc elle se retrouve dans une autre dynamique où c'est elle qui reçoit. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très courant de ce que c'est qu'une part reniée. Alors que si Sophie avait pu intégrer son égoïsme d'une manière constructive, utile dans son travail, dans son couple, avec ses enfants,
Je ne dirais pas qu'elle n'aurait pas eu besoin d'aller chercher ailleurs, mais en tout cas, elle aurait compris ce qui se jouait en elle et ses relations seraient beaucoup plus équilibrées. Donc là, c'est vraiment un exemple basique de comment une part reniée peut sortir quand elle n'est pas travaillée, quand elle n'est pas découverte, quand elle n'est pas intégrée dans la vie, peut sortir d'une manière qui peut aller jusqu'à détruire un couple, détruire une famille, détruire la personne. Il y en a combien? Enfin, il y a des parts reniées qui te mènent au burn-out. Bien sûr. Il y a des parts reniées qui te font quitter ton travail du jour au lendemain. Ça a été un peu plus réfléchi, mais désolé pour d'autres. Oui, c'est ça. Du jour au lendemain, sans avoir de plan de secours et Bien sûr. te retrouver dans un grand stress. Et qu'est-ce qui se passe quand des pareniers font ça? C'est qu'il y a un backlash. Les primaires, elles sont encore plus fortes. Les cas comme Sophie, quand elles sortent de cette relation d'adultère, là, les primaires, elles viennent les emprisonner encore plus pour les cadrer encore plus. Donc, encore moins d'égoïsme, encore plus de dévouement, encore plus de culpabilité. Et on tourne dans un cercle vicieux parce que la reniée, elle est en train aussi de se développer et de se muscler. Et quand elle va exploser, elle va encore exploser d'une autre manière et d'une manière encore plus violente, j'ai envie de dire. Donc, c'est vraiment pour sortir de toutes ces dualités-là où on est tiraillé inconsciemment, entre ce qu'on doit faire et comment, et ce que l'inconscient demande, qu'on fait un travail de rééquilibrage dans le voice dialogue. C'est super intéressant et on peut vraiment s'imaginer aussi ces voix que Sophie peut entendre si elle avait accepté d'entendre peut-être des choses plus égoïstes, par exemple, j'en ai marre, je suis crevée, il faut que je me repose, je sais pas quel type de voix, mais ces autres voix qui viennent contrebalancer, tu vas être une mauvaise mère, tu laisses tes enfants tomber, ils ont besoin de toi. Enfin, on entend, ça peut être matérialisé par vraiment des voix concrètes. Ouais. Et c'est ça qui est d'autant plus difficile, c'est de passer outre ou de les conscientiser ou de les entendre pour ce qu'elles sont et prendre du recul et s'autoriser à donner de la place à ces autres voix. Et se dire, c'est une part en moi, je ne peux pas la laisser de côté. Tout le monde a besoin de se sentir utile, mais tout le monde aussi a besoin de se sentir inutile. Tout le monde a besoin d'avoir une part de repos où en fait, la personne, elle a besoin d'exister sans donner, d'exister sans être dans le don de soi, dans l'effort, etc. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas écouté quand on a des parts qui détestent l'égoïsme soit parce qu'on a eu des parents très égoïstes, soit parce qu'on a eu des parents qui, justement, étaient très dans le don de soi et qu'il faut répéter ce schéma parce qu'on idéalise ses parents et qu'on les adore et qu'on fait la même chose, en fait. Ça me permet de rebondir parfaitement sur la question du comment se développent ces parts, comment ça arrive. Tu viens d'aborder le fait tu fais cette logique en disant, j'ai eu soit des parents comme ci, soit des parents comme ça. Est-ce que c'est ça qui se joue à l'intérieur de ce théâtre? Est-ce que c'est plus large que les parents? Comment on développe ces parts? De toutes les manières, ça vient de l'enfance. L'enfant est un être très intelligent. Et c'est vraiment l'intelligence avant le mental. Et l'enfant commence à développer ses parts juste en regardant comment les adultes réagissent à tel ou tel comportement. Dans une famille intellectuelle où le cérébral est valorisé, l'enfant, il voit que quand il fait un coloriage, on lui dit bravo, mais quand il commence à lire des livres, on le survalorise et il commence à développer une part plus mentale que artistique, par exemple. Que quand il sourit, tout le monde réagit, mais quand il pleure, ça agace les adultes. Il commence à laisser de côté tout ce qui est rébellion, révolte, etc., pour être le petit garçon ou la petite fille modèle et souriante. Ou à l'opposé, un bébé même qui se rend compte que dès qu'il pleure, on lui donne ce qu'il veut. Et donc il se dit, il se dit sans se le dire, que voilà, ça marche, quand je pleure, on me donne ce que je veux, donc je vais être toujours dans l'opposition pour obtenir ce que je veux. C'est comme ça que ce théâtre commence à se former, c'est comment l'enfant, et le bébé et l'enfant, jusqu'à l'âge de 7-8 ans, au début en tout cas, interprètent les signaux des autres. Et puis il y a les blessures.
un enfant qu'on n'a pas écouté parce qu'on laisse-moi tranquille, là, je suis fatiguée, j'ai pas le temps pour toi alors qu'il est venu montrer quelque chose, ils sont du rejet. Et donc, il y a déjà une blessure du rejet qui commence à s'installer et une part qui, pour le protéger du rejet, peut lui dire, dorénavant, tu vas cacher ce que tu fais, tu ne vas le montrer à personne, les gens n'ont pas le temps pour toi, et ça crée un adulte qui ne montre pas ce qu'il fait parce que pour ne pas déranger les autres, par exemple. Et ça, c'est quelque chose de très courant et dans lequel on pourrait un peu tous s'identifier. En fait, c'est une interprétation très enfantine des réactions et des interactions enfant-adulte qui commencent à créer ces parts en tirant des conclusions de voilà comment je dois être, voilà comment je dois réagir, voilà ce qui plaît, voilà ce qui plaît pas, voilà comment les autres font, il faut que je fasse pareil. Et c'est comme ça que ces parts se mettent en place. Plus tard aussi, si on a des traumatismes ou sans aller jusque-là, est-ce qu'on construit aussi ces parts ça se passe aussi après? Ça se passe aussi après, c'est pas figé dans le temps, ces parts peuvent évoluer. Et puis on peut en reconstruire d'autres et je le vois là pour le coup, je le vois vraiment beaucoup dans les séances, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du collège. Ouais. Là, j'ai pas d'études scientifiques dessus, mais vraiment, c'est vraiment une observation que je me suis faite où il y a des parts qui naissent au niveau du collège et je ne sais pas si ce sont des évolutions de parts enfantines qui ont grandi ou ce sont des nouvelles parts, mais cet âge-là de préadolescence est un âge où la personnalité adulte commence à se forger et on a le critique qui arrive, par exemple, une co-personnalité de culpabilité aussi, une co-personnalité plus artistique aussi qui arrive, mais il y a quelque chose qui se fait au niveau du collège aussi. Et puis même à arriver à l'âge adulte, en fonction des expériences qu'on a eues, on se rend compte que quelqu'un de très blagueur qui arrive dans une entreprise où tout le monde est fermé, et il change complètement et la personne, au bout de 10-15 ans de carrière, on se rend compte qu'elle a développé une part extrêmement sérieuse et qui a laissé sa part blagueur de côté dans le travail, par exemple. Mais toi, pour toi et pour les articles que tu connais et que tu as lus, l'enfance, c'est vraiment là où le début du théâtre se fige le plus. Il y a quelque chose comme ça. En fait, l'enfance, c'est un peu là où on doit se protéger. C'est vraiment, quand on parle d'enfant intérieur, l'enfant intérieur, c'est vraiment notre vécu et notre interprétation de notre vécu en tant qu'enfant. Donc, c'est là où les premières blessures arrivent, c'est là où la vulnérabilité arrive et c'est là où ces parts se construisent pour protéger cette vulnérabilité-là. Donc, pendant tout le long de la vie, ces parts, elles vont rester pour protéger cet enfant intérieur, ses blessures d'enfance et ses vulnérabilités-là. Et puis, comme j'ai dit, elles évoluent ou avec un travail psychologique ou juste de l'introspection, elles peuvent se modifier, mais toujours, l'objectif final, c'est toujours de nous protéger la vulnérabilité et nous protéger d'être blessés par l'extérieur en fonction des blessures qu'on a déjà et des insécurités qu'on a déjà au plus profond de nous. C'est une question un peu naïve. J'aime ça. Tu sais, on parle beaucoup comme tu viens de le dire, on entend beaucoup soigner l'enfant intérieur, même plus généralement aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on en entend beaucoup parler. Est-ce que on pourrait pas ne faire un peu que ça? On va parler à cet enfant intérieur, on le soigne, on va mieux, on n'a plus besoin. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, plutôt qu'aller rencontrer tout le théâtre? On ne soigne pas l'enfant intérieur. C'est bien ça ce qu'il faut garder en tête. L'enfant intérieur, moi j'aime bien le terme vulnérabilité. Oui, c'est une métaphore, l'enfant, ou bien... C'est vraiment pas une métaphore parce que, comme tu l'as vu même en séance, quand la petite fille était là, elle était là en fait. Complètement. Il n'y avait pas de métaphore, elle était vraiment là. Donc déjà, il y a plusieurs enfants intérieurs. D'accord. Mais on pourra faire tout un épisode dessus. Et la vulnérabilité, c'est la blessure de cet enfant intérieur. Ouais. Donc, est-ce qu'on va soigner cette vulnérabilité? J'ai envie de dire, on n'y arrivera pas, en tout cas pas à 100%. Parce que c'est ce qui fait qu'on comprend les blessures des autres, qu'on comprend la vulnérabilité des autres. C'est ce qui fait notre humanité, en quelque sorte. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on permet à la personne de protéger par elle-même sa vulnérabilité au lieu
de la mettre à l'extérieur, à quelqu'un d'autre, à la protéger. Et c'est là où le couple, c'est vraiment un terrain de travail qui est extrêmement enrichissant et intéressant, parce que un couple, deux personnes qui se mettent en couple, ce sont deux vulnérabilités qui cherchent à être soignées ou prises en compte par l'autre, en fait. Et donc, c'est ça ce qui crée vraiment le couple. Mais le travail du dialogue intérieur, c'est comment chacun, justement, en visitant le théâtre, en allant voir les reniers, puisse prendre soin de sa propre vulnérabilité quand elle se sent pas bien, et puisse utiliser sa vulnérabilité comme sensibilité pour comprendre les autres, pour comprendre le monde, pour être relié aux sentiments, à l'émotion et à tout cela. Donc, on la soigne pas, mais on en fait une richesse parce que c'en est une, en fait. C'est vraiment passionnant. J'avais un autre exemple de renier qui m'est venu. Je sais pas si c'est maintenant. Tu sais, tu parles et il y a sa plante, des graines qui poussent petit à petit. On est là pour ça. Non, je pense que c'était plus lié quand tu donnais de l'exemple de Sophie qui avait cet adultère qui est devenu chez elle. Moi, j'ai une expérience qui me marque un peu dans ma vie, que je trouve intéressante et qui est moins grosse qu'une grosse décision. Tu me diras ce que t'en penses. Okay, tu peux me faire un petit, voilà, tu n'hésites pas, je te sers ça sur un plateau, t'en fais ce que tu veux. Nickel. Il se trouve que moi, je pense que j'ai beaucoup de gentillesse, j'ai beaucoup d'empathie, je suis une personne qui aime la douceur, qui n'aime pas le conflit, qui est très people pleaser, enfin voilà. Donc globalement, j'essaie toujours de comprendre, je m'énerve rarement, la colère, ça a été difficile pour moi d'y avoir accès, enfin il y a voilà. J'ai même deux choses à partager, on va voir si j'y vais. Bref, le seul moment où il y a vraiment une part en moi qui devient un lion qui peut mordre à la jugulaire quelqu'un, mais vraiment, je ne me reconnais pas. C'est la seule fois où j'ai poussé quelqu'un, que j'ai insulté quelqu'un, que j'ai vraiment toute ma colère, j'ai l'impression qu'elle a grandi pour ces moments. C'est quand j'ai perçu quelqu'un qui mettait en danger une autre femme. Okay. Et là, vraiment, et c'est presque, malheureusement, c'est pas une honte. Je suis très fière de pouvoir réagir aujourd'hui quand je sens quelqu'un qui est en danger. Je pense que ça fait peut-être écho à certaines parts, mais ce qui, moi, me marque, c'est vraiment que c'est incontrôlable. C'est c'est une part en moi qui va toujours voir le pire chez cet homme en se disant, si on ne fait rien, il va finir les pires choses possibles. Et elle se présente en dinosaure, quoi. Vraiment, il y a un truc de genre T-Rex qui sort. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de musculation aussi de cette part reniée, parce que vu que je lui enterre toute ma colère quotidienne, bah il y a un truc où quand elle sort, bah elle est à fond, quoi. Enfin, il y a vraiment un truc où je la sens, mais avoir utilisé toute la colère refoulée de ces années. Et en plus, bah le problème, c'est que parfois la personne en face, c'est quand même un peu injustifié parce que parfois, c'est arrivé 3 fois dans ma vie, et une des fois, en tout cas, c'est sûr, il y avait absolument aucun danger. Okay. C'est moi qui avais vraiment surréagi, surinterprété. Ok. Est-ce que tu as envie de commenter? Oui, en fait, alors je ne connais pas encore la part, donc je saurais pas la nommer pour le moment, mais ce que j'entends, c'est qu'il y a soit une part protectrice envers les femmes, soit une part justicière. Et puis, je sais pas comment tu intègres ça dans la vie de tous les jours, d'avoir envie de protéger les autres ou la justice, mais quand ça sort, comme tu dis, ça sort sous forme de colère incontrôlée, des fois même injuste. Est-ce que tu culpabilises après? Oui. Ouais, beaucoup. Du coup, il y a le critique qui vient après parce que ça fait pas partie de ta personnalité, parce que Julia, elle doit être quelqu'un de gentil, de souriant, qui ne va pas au conflit, et qu'il y a tes parts primaires qui ont décidé ça pour toi. Tu ne dois pas aller dans la colère pour aider les autres. Donc, intégrer déjà la colère dans la vie de tous les jours, ça c'est très très sain. Ouais. Et la colère a été une des émotions qui ont permis à l'humanité de survivre, parce que sentir le danger, avoir une réaction instinctive et soit réagir face au danger pour l'éloigner, soit s'en éloigner,
c'est vraiment, en tant qu'être humain, c'est vraiment ce qui nous a permis de survivre. Donc, intégrer la colère dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose de très sain. Et intégrer une part qui va au conflit quand le conflit est nécessaire, sans utiliser la colère des fois, c'est quelque chose de très sain. Donc, si tu laisses toute la part conflit, confrontation, affronter l'autre, etc. de côté, ben comme je le disais, quand on est en phase de crise, il y a une femme qui est en danger pour vraiment de gros dangers, t'as pas renié, elle te dit, mais moi je m'en fous de l'histoire que tu te racontes, que tu es gentil, people pleaser, etc. Là, je fonce. Et ça peut être bien, comme ça peut être destructeur, comme ça peut détruire une relation. Et puis toi, tu as le backlash après. Donc, pour moi, ce qu'il faut travailler, c'est justement cette fuite du conflit. Savoir dire stop suffisamment tôt pour pas que ce soit cette part-là qui prenne le lead. En fait. Exactement. Et puis quand tu te retrouves dans ces situations, tu sais les gérer consciemment. Et tu laisses pas ton inconscient aller à la guerre, ou le T-Rex, comme tu l'as appelé. Ça serait très intéressant de le voir en séance, ce petit T-Rex, mais ce grand T-Rex d'ailleurs. C'est ça, pas un petit cette fois-ci. On a tendance à toujours dire ma petite fille, ma petite part. Non, là, c'est vraiment genre un T-Rex. Et puis, moi, ce que j'ai envie de dire, comment ça te pénalise le fait de ne pas aller au conflit dans ta vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça a fait dans ta vie professionnelle, dans ta vie personnelle, familiale, amoureuse, sociale, etc. Le fait d'être souriante et de ne pas aller au conflit dans la vie de tous les jours. Et je sais pas, on va pas arriver jusqu'au fait de vivre des abus, etc. Mais dans le prolongement de ça, ça donne des gens qui vivent des abus sans aller au conflit, sans se protéger. Et puis quand ils voient l'abus sur quelqu'un d'autre, là, c'est tout ce qui a été emmagasiné qui ressort. Donc, l'objectif n'est pas de faire de toi une adolescente retardée qui dit non à tout et qui est toujours dans le conflit. Mais en fait, le conflit, l'opposition fait partie d'une personnalité humaine équilibrée. Et donc, pour moi, c'est plutôt vers ça que tu devrais te pencher, en fait. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venue te voir. Et c'est vrai que pour moi, c'est un très long travail. Déjà, merci parce que c'était super éclairant, super intéressant. Moi, j'adore ta perception des choses fines comme ça, alors que je te balance ça comme ça, c'est très fort, bravo. Deuxième chose, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis très longtemps, la fuite du conflit. J'ai très récemment conscientisé à quel point je suis people pleaser, mais à chaque fois, ça me prend une nouvelle vague de conscientisation. C'est vraiment des choses, quand c'est autant intégré dans tes cellules, quand c'est une part primaire, j'imagine, c'est vraiment un travail de très longue haleine, et surtout sans perdre cette part qui me va quand même. Il y a une part de moi que j'aime en étant adorable souvent. Et tu l'es. Non, mais je sais que malheureusement, quand tu muscles une part à fond, bah oui, à la fin, elle est vraiment musclée. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que si ça me fait aller dans des métiers que j'aime pas, parce qu'en fait, j'ai peur du conflit en disant à mes parents, en fait, j'aime pas, ce qui est tout bête, tu vois. Enfin, voilà, il y a tellement j'ai pris conscience de jusqu'à où ça pouvait aller pour essayer de les reculer. Et j'avais envie de continuer sur un petit exemple dans cette volonté d'être moins people pleaser, sortir, je sais pas comment le dire bien, mais donc moi, comme je l'ai dit, la colère n'est pas forcément une émotion que je laisse toujours être. Donc j'ai décidé de laisser un petit peu plus cette colère émerger dans le but de me réguler ensuite. Et voilà, ce que j'ai remarqué qui était assez intéressant, c'est que cette intégration a pris du temps. Et ça, à nouveau, je sais pas si tu peux commenter vraiment, mais donc, dans mon ancien travail où je me suis fait complètement avaler parce que je n'arrivais plus ni à être moi-même, tout me semblait bizarre, mais en même temps, je jouais un rôle où j'étais là, je suis une super travailleuse, tout va pour le mieux, blablabla. J'ai commencé à conscientiser que ça m'allait pas, que mes limites étaient outrepassées, mais j'étais incapable de sortir de la colère ou de l'individualité ou ma personnalité dans ce cadre. Mais du coup, ça s'est présenté dans plein d'autres cadres de ma vie. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça ressortait. Je te donne un exemple. Quelqu'un me raconte une anecdote banale avec quelqu'un qui a fait quelque chose que j'ai pas aimé. À chaque fois qu'il y avait une possibilité d'exprimer cette colère dans un autre cadre qui était vraiment inutile que je sorte ma colère là, ça n'avait pas de sens, c'est une histoire qu'on me raconte ou c'est mais un truc nul quoi, vraiment mais nul, je devenais hyper en colère et je lui laissais cette place à ce moment-là. OK.
Ce que je vois là-dedans, justement, c'est que tu exprimes la colère sans aller dans la confrontation. Donc la personne, elle n'est pas là. On te raconte juste une histoire de quelqu'un. L'émotion de la colère, elle est là, tu bouillonnes pour autre chose. Il n'y a pas de risque d'être dans le conflit, donc tu la laisses sortir. Et donc il y a toujours cette interdiction du conflit qui est présente, mais on peut quand même laisser sortir la colère. Et donc on reste un peu dans cette reniée interdit d'aller dans le conflit en fait. Est-ce que ça te parle? Ça me parle. En fait, c'est vraiment des situations semblables. Après, c'est au cœur de la colère. Ouais. Mais oui, il y avait vraiment le fait de ne pas aller regarder les gens en disant malheureusement, ça ne fait absolument aucun sens ce qu'on est en train de faire. C'est difficile. Mais c'est très intéressant, c'est vraiment extrêmement riche. Là où je trouve intéressant, c'est que du coup, il y a quelque chose, tu me dis si j'interprète mal, mais une part en moi qui a un besoin absolu d'éviter le conflit, donc de la gentillesse, et de l'autre côté de la colère. Tu avais parlé un peu, tu avais abordé cette question de polarité. Est-ce que c'est lié? Est-ce que c'est ça? C'est tout à fait ça, en fait. Quand on parle de part primaire, on dit que leurs opposés sont reniés. Ah, ok. Donc, tu parlais de la people pleaser, et c'est un super exemple. Quand on a une people pleaser en primaire, ça veut dire que toute part qui pourrait déplaire d'une manière ou d'une autre est reniée. Et puis, la reniée n'est pas automatique. Chez quelqu'un, la reniée du people pleaser, c'est juste être authentique ou être fou, sortir du lot. Et chez quelqu'un d'autre, c'est la confrontation, par exemple. Donc, quand on muscle une part pour en faire une copersonnalité primaire, ça veut dire qu'on a son opposé qui est renié, et son opposé, elle est propre à la psyché de chacun. C'est parfait parce que ça me fait anticiper une question. Est-ce qu'on a à peu près tous et toutes les mêmes parts? Est-ce que on retrouve les mêmes parts chez les mêmes personnes? Et est-ce que si on retrouve les mêmes parts, est-ce qu'elles s'expriment de la même façon? Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Alors, est-ce qu'on a les mêmes parts? J'ai envie de dire oui et non. On est tous des cérébraux, on a tous une part mentale très développée, mais elle est différente chez chacun de nous. En fait, comment je vois ça maintenant? J'ai une image. C'est comme si on avait un jeu de cartes. Et qu'on avait chacun 3, 4, 5 cartes qui sont notre main, notre jeu. Et puis, donc, on a chacun notre jeu en main. Et puis, quand on va chercher les reniers, c'est qu'on va chercher une autre carte supplémentaire pour la rajouter au jeu, puis une autre carte pour la rajouter au jeu. Et donc, chaque personnalité, c'est un peu une combinaison différente de ces cartes-là. Et dans un jeu commun qu'on a tous, en fait. Dans un jeu commun qu'on a tous. Ouais. Sauf que là où chaque joueur a sa propre interprétation de la carte, chaque joueur joue à sa manière avec la carte, et donc chaque joueur utilise son mental à sa manière, sa perfectionniste à sa manière, sa people pleaser à sa manière, etc., etc. Donc, on a un jeu commun, on a notre jeu en main, et puis on a notre manière d'être qui fait que même nos primaires, elles sont similaires sans être identiques. Et puis nos reniers, pareil. Et donc, voilà, merci, ça répond bien, je trouve. Je voulais peut-être rapidement revenir sur l'ego conscient, sur le self. Enfin, moi, j'ai déjà entendu le terme du self. C'est peut-être pas quelque chose qu'on utilise dans le voice dialogue. Pas dans le voice dialogue, mais c'est un terme jungien. Mais je préfère l'ego conscient pour rester un peu dans le jargon que tout le monde, en tout cas dans le monde du voice dialogue ou du dialogue intérieur, connaît. L'idée dans l'ego conscient, c'est de conscientiser quand on prend une carte, c'est de pouvoir bien les écouter. C'est quoi le but quand on fait du voice dialogue, à quoi est-ce qu'on espère arriver? Déjà, il n'y a pas de destination finale. C'est un processus qu'on arrête quand on veut, qu'on reprend quand on veut, en fonction de ce qu'on traverse dans la vie. Il n'y a pas d'objectif final, il n'y a pas d'ego conscient final. C'est pour ça qu'on l'appelle le processus de l'ego conscient. Et pour revenir à l'exemple du jeu de cartes, l'ego conscient, c'est la personne qui a le jeu de cartes. D'accord. C'est comme si au début, au lieu de jouer à l'aveugle avec des cartes que tu retournes sans les voir, et c'est comme ça que le jeu se fait sans être consciente, tu regardes tes cartes, tu vois à quoi elles servent,
et tu en rajoutes les reniers à chaque fois que tu pioches un peu une carte supplémentaire, et tu vois dans cette situation de jeu quelle carte tu vas jouer et pourquoi, et s'il faut en jouer 2 ou 3, etc. et pourquoi. Et donc on passe d'un jeu de cartes vraiment à l'aveugle où ce qu'il y a là se joue, à un jeu plus riche où l'ego conscient décide, écoute, là on est au travail, il faut qu'on finisse ce projet pour 18 heures. Ta créativité, on va la laisser de côté parce que là, il faut qu'on se concentre. Va expliquer ça à des personnes TDAH parce que c'est là où elles ont envie d'être le plus créatif possible, et c'est là où l'ego conscient musclé dit non, on va laisser ça de côté, et là il faut qu'on se concentre et qu'on soit purement cartésien et cérébral jusqu'à 18 heures pour rendre ce projet là. Et donc l'ego conscient décide que c'est pour cette situation, il y a que la carte mentale qui va sortir. Et puis tu es dans une situation, je sais pas, de vacances entre amis, où il y a des petites tensions qui commencent à apparaître par là, des petits conflits qui commencent à apparaître par là. Alors, soit tu te mets dans une énergie cérébrale parce que tu as toujours fonctionné comme ça, et tu commences à étudier les différentes, et puis même à avoir un juge intérieur aussi qui dit que machine, ouais, mais depuis 10 ans, elle ne fait que ça et elle nous saoule. Soit l'ego conscient qui a développé d'autres parts, qui commence à être plus dans la médiation. Ou plus dans, justement, Justine, elle a toujours été chiante, elle va toujours être chiante, il faut l'accepter comme ça. Donc comment on va faire pour l'accepter et ne pas aller contre elle, alors qu'au début ça nous tendait et on n'avait qu'une envie, c'est d'être en conflit avec elle. On le fait différemment. En fait, c'est comment réagir différemment en intégrant vraiment d'autres énergies et d'autres parts qui permettent de sortir des situations d'une manière différente que ce qu'on a toujours fait. Il y a une expression que tu as utilisée, que j'ai notée, que j'ai trouvée extrêmement intéressante quand tu parlais de la people pleaser, qui était dans les cellules du corps. Et le voice dialogue, c'est un peu ça, parce que c'est pas une thérapie cérébrale ou purement cérébrale. C'est vraiment une thérapie où on va voir ce qui se passe dans le corps. Il y a des parts qui ne parlent pas, et tu es la mieux placée pour en témoigner. Une part en séance qui ne dit rien. Mais qui est présente, qui est dans le corps. Et vraiment, c'est dans les cellules du corps qu'on va explorer ce qu'il y a. Et pourquoi cette part, elle ne parle pas. Et même, c'est même pas la question de pourquoi elle ne parle pas. Quel est son message, même quand elle ne parle pas? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Est-ce qu'elle te bloque? Est-ce qu'elle te permet de prendre du recul? Est-ce qu'elle te permet de méditer? Quelle est cette part, par exemple? On a vu que c'était vraiment une part bloquante qui shut down d'une manière vraiment très très forte. Et on l'a revue dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Et donc cette part, une fois tu la connais, quand elle est là, elle te fait pas peur. Tu sais que c'est pas toi. Avant de la connaître, tu te dis mais en fait moi je suis juste comme ça et je sais pas comment m'en sortir, etc. Tu sais que c'est pas toi, tu sais que tu vas lui donner du temps pour qu'elle parte, ou qu'il faut la rassurer d'une manière ou d'une autre, et puis qu'elle était la renier qu'on a vu en séance, qui peut venir prendre le relais pour jouer avec. Donc c'est vraiment à la fois psychologique, j'ai envie de dire, ou en tout cas cérébral, mais à la fois très très physique et corporel comme thérapie. Ça me donne envie de témoigner quelque chose à nouveau, et c'est moi ce qui m'a vraiment j'ai vraiment beaucoup appris de choses pendant ces séances. Ça m'a vraiment aidé, mais il y a alors vraiment un truc qui m'a vraiment aidé, c'est que, comme j'en ai déjà parlé, moi j'ai un vieux critique intérieur qui est représenté par un vieil homme dont les schémas patriarcaux sont très 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 ancrés, qui ne laisse pas de place à ma créativité, à tout un tas de choses dans ma vie où je me sens jamais à la hauteur. Et vraiment, c'est une des parts qui parle le plus fort en moi depuis toujours. Et je l'ai jamais conscientisé avant, mais j'entendais vraiment des critiques constamment. Et rencontrer cette part-là, ça m'a permis de la distancer dans ma tête, parce que quand on l'a rencontrée, il y a quelque chose qui s'est passé en disant ok, on t'a entendu. Déjà, on comprend, t'as entendu, tu existes, c'est bon, t'as pas besoin de crier. Tu es là, certes, et même moi, ça m'a permis d'être là. Ok, c'est cette part-là qui parle, elle m'est utile pour ça, elle m'a permis ça, merci. Mais elle n'est pas utile dans tout. Et en fait, le laisser autant de place
ça m'empêche d'avancer. Et même cette part-là, s'en est rendu compte. C'est-à-dire qu'à la fin quand on l'a rencontré, il disait, mais je peux entendre que peut-être je suis trop dur avec toi et sous conditions. Voilà. Et sous certaines conditions, je peux faire un pas de recul, surtout si en fait ça te permet ou ça lui permet d'avancer dans X. C'est assez vulnérable de dire ça, voilà, parce que ça peut être bizarre de vraiment en parler, à nouveau. Là, c'est une part de moi qui vient être là, genre, non, mais tout le monde va connaître tes deepest secrets. Tu es folle. Oui, c'est très bien, parce que je pense que c'est utile. Je veux juste être puriste. Dis-moi. Dans les termes. Vas-y, parfait. Celui qu'on a découvert, justement, c'était un patriarche intérieur qui critiquait, mais c'était pas le critique. D'accord. Mais on verra ça peut-être. Il y a pire, ça... Non, le critique, c'est encore une autre part. On en avait parlé un peu chez le perfectionniste. Mais le critique, il vient se brancher un peu à toutes les parts. D'accord. Par exemple, là, ton patriarche intérieur, il disait que tu devais faire ceci, faire cela, faire ceci, faire cela. Donc, si tu ne fais pas ça, le critique va venir te dire, bah écoute, t'as pas fait ce qu'il fallait faire. Mais c'était vraiment là, pour le coup, je vais utiliser le terme archétype parce que c'était ça. C'était vraiment un archétype, vraiment du patriarche, peu importe, chez n'importe qui, en fait. Quand on imagine un patriarche, c'était ça. Oui. Il était âgé, il était vieux, il me laissait même pas moi parler. La thérapie, c'était pour lui, c'était du foutage de gueule. Tout ce qu'on faisait là, c'était n'importe quoi. Tu faisais ce que tu faisais, c'était n'importe quoi. Ta créativité, on n'en a rien à faire. Bref, l'archétype, il connaît les règles, et c'est comme ça que ça doit marcher. Et c'est vraiment j'ai envie de dire, dans l'air. C'est un peu ce que tout le monde imaginerait d'un patriarche, si on dit un patriarche. Donc c'était vraiment autre chose et c'était très très puissant en fait. C'est peut-être aussi grandir dans cette société tout à fait. patriarcale qui a développé autant, je ne sais pas. Hein, oui, tout à fait. Cette part. Mais écoute, voilà, moi, en tout cas, c'est sûr que là, j'en témoigne parce qu'en fait, s'il y a d'autres personnes qui sont difficiles, vraiment dures avec elles-mêmes, je pense que c'est le genre de thérapie qui peut être vraiment intéressante. En tout cas, moi, ça m'a changé beaucoup de choses. Et au point où là, je suis partie d'un job qui ne me convenait pas, je me donne de la crédibilité sur des projets artistiques, ce qui était impensable. J'ai renoué avec certaines parts de mes parents que j'adore, mais où je pensais qu'ils allaient me juger sur certaines choses, et enfin voilà, il y a eu vraiment des retombées dans ma vie quotidienne que j'avais beau avoir travaillé pendant très longtemps, j'en étais pas là, et là en quelques mois, ça a vraiment débloqué des choses. Donc je trouve ça chouette. J'ai juste terminé parce que ça va un peu lancer l'épisode d'après. Une des questions qui va faire une boucle. Au tout début, on parlait de ce couple fondateur, dont malheureusement j'ai oublié les prénoms. Al et Sidra Stone. Voilà, qui ont fait ça, qui ont créé le Voice Dialogue en pensant à cette énergie de couple. Voilà. Moi, je l'ai fait toute seule. Est-ce que c'est intéressant à faire en thérapie de couple également? C'est très très intéressant à faire en thérapie de couple parce que le couple ces parts qui sont en mouvement les unes avec les autres. Donc tu peux rencontrer deux personnes qui sont extrêmement cérébrales, qui vont former un couple extrêmement cérébral sans avoir accès à leurs sentiments, sans avoir accès à leurs ressentis, sans avoir accès à leur corps, et qui pourrait donner, comme le couple de Sheldon à Big Bang Theory par exemple. Mais le couple, c'est vraiment là où deux troupes viennent jouer une pièce commune, et c'est là où il y a des conflits entre les parts primaires qui veulent prendre le relais, il y a des conflits entre les reniés, et puis le couple, c'est magique parce que on se met ensemble pour les mêmes raisons pour lesquelles on se sépare. Et c'est entièrement vrai, parce que chaque personne qui se met en couple, elle va chercher ce qu'elle n'a pas développé, c'est-à-dire ses reniés chez l'autre. Elle est en pleine admiration de ses reniés chez l'autre, et à un moment, ces reniés, elles prennent tellement de place que le système primaire vient dire stop, ça je peux pas. Ok, t'étais créatif au début, rigolote, j'aimais bien, mais moi je suis quelqu'un de carré et j'ai besoin d'être carré. Et donc toutes les parts primaires se remettent au devant de la scène pour dire cette relation on arrête, elle est trop olé olé, elle est pas stable, elle est très folle, etc. Alors que c'était vraiment les choses qui ont fait
que la personne est tombée amoureuse de l'autre personne, par exemple. Donc, franchement, moi, je trouve ça très, très enrichissant en couple parce que deux personnes qui arrivent à être ensemble et à s'aimer de cette part d'ego conscient construit un couple beaucoup plus solide, centré et équilibré que ce jeu de polarité, justement, il faut que tu sois comme moi, il faut que je sois comme toi, etc. Et qu'on rentre dans des espèces de conflits énergétiques qui se transforment en conflits réels. Eh bien, ça promet un prochain épisode passionnant. Merci beaucoup, Julia. Sarah. Merci pour tes témoignages. J'espère que ce sera utile, au moins. Merci Dalia qui est derrière la caméra et qui fait un travail extraordinaire, qui a monté tout cet épisode. Donc voilà, c'est magnifique. Et ça me permet juste d'indiquer à toutes les personnes qui nous regardent avant la fin de l'épisode, pour que ce podcast qu'on a mis ensemble, enfin que Sarah a voulu développer et qui a la gentillesse de me mettre dans le projet, pour que ça ait encore plus d'impact, on a décidé de faire des lives. Exactement. Tu veux en parler plus ? Donc là, les épisodes, ils sortent un jeudi sur 2. Et ce qu'on avait décidé, c'est que pendant la semaine où il n'y a pas d'épisode, on allait faire des lives sur Instagram, sur ma page que vous allez trouver dans la description, où en fonction d'une thématique précise, soit liée à l'épisode ou pas, on allait faire un travail ensemble avec les personnes intéressées pour les faire découvrir un peu ce que c'est que réellement le voice dialogue, ou cette crème à la vanille, et y goûter au lieu juste de l'écouter encore d'une manière cérébrale et de commencer à l'intégrer. Ça promet exceptionnel. On est des personnes super drôles, super sympas et en plus très, comme vous l'écoutez, très sérieuses et renseignées. Voilà. Merci à tous d'avoir écouté. Merci à toutes d'avoir été là jusqu'à la fin. Et si vous voulez nous laisser des commentaires ou dire quoi que ce soit ou prendre rendez-vous, n'hésitez surtout pas à le faire. Très bien. Bonne semaine. Bonne semaine.